Alors, bonjour Mustapha, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va parler de toi et de ton activité. Avant ça, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne pour rater aucune des interviews de personnes qui ont des parcours inspirants et qui peuvent vous apporter de la valeur. Donc, je t'ai prévu une petite série de questions, comme j'aime bien faire. C'est des questions très simples, en fait. Il faut répondre sans trop réfléchir, de manière assez spontanée. Parfait. Bonjour Sylvain, merci de m'inviter sur ta chaîne. Avec Ça me grand fait plaisir. plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, alors, au niveau des petites questions, est-ce que toi, tu es plus ciné ou Netflix? Ouais, plus Netflix avec le Covid. Plus, tu es plus du matin ou du soir? Plus du soir. Tu es plus littéraire ou mathématique? Mathématiques. Dubaï ou New York? Ouais, je connais pas vraiment New York, je vais dire Dubaï pour le moment. Ok. Club ou festival? Club. Tu es plus jeu vidéo ou jeu d'argent? Bah, jeu d'argent alors. Seul dans ton business ou en équipe? En équipe, c'est mieux. Et plutôt Facebook ou LinkedIn? LinkedIn. Chien ou chat? Moi, je vais dire aucun des deux, mais si j'ai à choisir, plus chien. Sieste ou fiesta? Ça dépend des jours, mais Fiesta, c'est pas mal. Plage ou montagne? Plage. Instagram ou Facebook? Bon, Insta plutôt. Et film ou livre? Film, c'est plus inspirant. Plutôt Mac ou Windows? Windows. Et iPhone ou Samsung? Samsung. Plutôt sucré ou salé? Moi, un mélange des deux. On va finir là-dessus. Voilà. Bon, c'est des questions pour que les abonnés puissent voir un petit peu ton profil de manière un peu plus décontractée. C'est pas mal. Donc, bon, merci d'avoir répondu à l'invitation. Là, on est dimanche matin. Donc, voilà, je vois que tu es connecté. Tu as eu peu de temps aussi pour te préparer. Donc, merci Yes. pour ta réactivité. C'est cool. Est-ce que, en deux mots, tu peux te présenter, toi? OK. Alors, moi, je suis consultant en finance d'entreprise. Donc, j'ai commencé dans le salariat depuis 2011 et je me suis lancé à mon compte à partir de 2020 où j'ai commencé à accompagner du coup des PME dans leur gestion financière au quotidien, quoi, la gestion budgétaire et tout le reste. Donc, tout ce qui englobe la finance d'entreprise. Donc, ça va faire un peu de 10 ans en fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux détailler un petit peu plus les services que toi tu proposes? Ok, moi, contrairement à l'expert comptable, en fait, c'est plus de l'accompagnement en business partner. Moi, j'accompagne en fait les dirigeants dans leur pilotage, le pilotage de leur business et pas forcément dans la partie comptable. En fait, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'analyser les données comptables et donc en tirer des conclusions, faire des budgets avec les dirigeants, leur permettre de les suivre, avoir des reportings mensuels avec différents en fait, KPI qui vont leur permettre derrière de prendre des décisions stratégiques, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, où est-ce que ça bloque, et également leur permettre derrière d'analyser leurs marges, d'analyser leurs résultats, savoir quels sont les produits défaillants, les produits sur lesquels on fait le moins de marge. Et du coup, à partir de mes analyses, ils vont prendre des décisions en disant ce produit-là, on va plutôt l'arrêter, on va plutôt investir sur ça ou sur ça. Donc, c'est ça mon rôle au quotidien. Ok, très bien. Donc toi, tu es un intermédiaire, c'est ça, entre vraiment le dirigeant, on va dire, et l'expert comptable qui fait une activité comptable classique, quoi. C'est ça, effectivement, c'est ça. Ouais. Ok. Et toi, tu Sauf lis? qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que les gens, en fait, la plupart des gens, en fait, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils font pas encore cette différence-là entre le rôle d'un expert comptable et le rôle d'un consultant en finance d'entreprise, ou même le rôle du dirigeant lui-même. Parce que, en vrai, l'expert comptable, c'est pas à lui de piloter ton business. Si tu as un business demain et que tu as envie de piloter, c'est à toi de maîtriser, en fait, ces notions-là pour pouvoir le faire soit toi-même, soit prendre quelqu'un, du coup, qui va pouvoir le faire pour toi. Ok, je comprends. Et est-ce que tu peux rappeler en deux mots, pour ceux voilà, qui débutent vraiment là-dedans, quelle est la différence entre un comptable et un expert comptable? Un comptable, il n'a pas le diplôme d'expertise comptable. Il ne pourra pas exercer en fait en tant que comptable. Il pourra le faire dans une grande boîte qui va l'embaucher. Mais par contre, on ne peut pas prendre un comptable
en lui demandant du coup de tenir votre comptabilité. C'est-à-dire demain, un mec qui crée un statut d'auto-entrepreneur comptable, il n'a pas le droit d'exercer s'il n'est pas expert comptable. Ça, il faut le Ok, savoir. ok. Ouais, donc dans tous les cas, il faut forcément passer par un expert comptable qui détient justement le diplôme au sein de la structure. Euh, C'est ça, il doit avoir le diplôme d'expertise comptable, effectivement. d'accord. Et toi, au niveau des services que tu proposes, tu peux proposer, alors est-ce que tu as une échelle de société que tu affectionnes, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt des grands groupes, est-ce que c'est plutôt des TPE, est-ce que tu peux aussi accompagner les gens qui, tu sais, au début, les gens débutent, ils ont une idée de leur business, mais ils ne sont pas vraiment posé la question sur justement tout ce qui va être la suite, choix du statut, comptabilité. Est-ce que tu peux également encadrer les gens dès le début, les gens vraiment qui débutent? Moi, les sociétés que j'accompagne aujourd'hui, c'est souvent des PME qui font déjà un certain niveau de chiffre d'affaires. Ouais, Mais j'ai commencé à m'intéresser à toute la partie infoprenariat, dropshipping, tous les business en ligne. Et la question en fait que je me posais, c'est comment font ces petits jeunes qui se lancent dans le dropshipping. C'est souvent des gens, des petits jeunes en fait de 18 à 20 ans ouais, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat par le biais du dropshipping. Et par contre, ils ne maîtrisent vraiment pas tout ce côté forme juridique des sociétés, ils ne maîtrisent pas du tout le côté social, ils ne maîtrisent pas du tout le côté financier. Et je me dis, mais comment ils font pour s'en sortir? Parce que moi, j'ai essayé de faire du dropshipping, mais derrière, avec mon suivi financier, si je n'avais pas ça à côté, je n'aurais pas su arrêter au bon moment. ouais, je comprends. J'aurais craché mon business, je me serais endetté, et derrière, bon courage pour rembourser les dettes, quoi. Alors que j'avais mon suivi financier à côté, je me suis dit, non, là, ça ne marche pas trop, il faut vraiment que j'arrête, quoi. Faut que je me focus plutôt sur ce que je sais faire, et du coup, faire du consulting en finance d'entreprise. Et mon rôle aujourd'hui, moi, je dirais que c'est plus le rôle en fait de l'expert comptable, de l'accompagner sur cette partie-là, Ouais. mais j'ai des notions et je sais que je pourrais accompagner en fait pour lancer en fait son business. J'ai les compétences pour, mais c'est également le rôle de ton expert comptable en fait de t'accompagner dans le choix de la forme juridique, par exemple. Ouais, je comprends. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre en garde un peu les gens. On a tendance à se lancer comme ça. Autant pour la vente de formation, ça reste quand même une comptabilité assez simple, mais tout ce qui est e-commerce, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc, sans vouloir vraiment effrayer les gens, il faut quand même, en effet, en amont, se réfléchir un petit peu à toutes ces questions, histoire d'être préparé, notamment quand le business commence un peu à exploser. Toi, tu dirais qu'il faut commencer à s'inquiéter à partir de quel chiffre d'affaires, ou en tout cas essayer d'adopter, enfin, d'être avec une structure qui puisse nous épauler à partir de quel chiffre d'affaires dans son activité. Franchement, moi, je conseillerais de se lancer au début déjà en auto-entrepreneur pour déjà tester le business. Ça ne sert à rien d'aller se lancer en fait dans d'autres formes juridiques, à créer des SASU, des SARL avec une comptabilité qui est obligatoire. Donc, tu es obligé de prendre un expert comptable. Alors que si tu fais d'abord le statut auto-entrepreneur, ça te permet de tester ton business, être sûr que ça marche avant de se lancer dans tout l'administratif qui va avec, quoi. Donc, on se lance en auto-entrepreneur, il y a un certain niveau qui nous oblige un peu à passer dans d'autres formes juridiques. Mais moi, je dis qu'à partir de, allez, on va dire 50 000 euros, il faut quand même bien s'entourer. Ça commence à faire un beau chiffre d'affaires déjà. Parce que déjà, pour atteindre 50 000 euros, il faut y aller, quoi. Au début, malheureusement, sur Internet, on nous vend du rêve, on nous vend des millions, des centaines de milliers d'euros. Mais moi, le dropshipping, je l'ai fait et je sais très bien que ça ne se passe pas toujours comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a Euh, plusieurs étapes dans le business. D'abord, on a tendance à expérimenter beaucoup et à découvrir. Et je pense que c'est qu'à partir du moment où on commence à acquérir une vraie expérience, on peut commencer là à se professionnaliser. Et c'est là où on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Euh, Toi, est-ce que tu peux détailler un petit peu ton expérience ou les études que tu as fait, ton parcours professionnel actuel? Ouais, moi j'ai fait un master en école de commerce, en finance, audit et contrôle de gestion. Et derrière, j'ai refait un autre master en contrôle de gestion et système d'information. Ok. Parce qu'en fait, le système d'information, c'est ce qui permet au contrôleur de gestion, du coup, d'analyser les différentes données et de récolter de la donnée surtout. Un contrôleur de gestion sans data, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que je dis, en fait, quand on lance un business, il faut déjà penser à toute la data derrière. Hmm. Vraiment récolter de la data, un maximum de data,
c'est ce qui va nous permettre derrière d'analyser les chiffres et d'en tirer des conclusions. Si on n'a pas ça dès le début et qu'on n'est pas structuré comme ça va être compliqué. Parce qu'en fait, demain, j'interviens dans un business où il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il faut tout construire. Et malheureusement, quand on essaie de tout construire à zéro et qu'on n'a pas l'historique, il y a de la déperdition d'informations. Et je risque du coup de faire des mauvaises analyses et d'en tirer des mauvaises décisions derrière. Donc, la data, c'est vraiment précieux et il faut dès le début faire attention à cette partie-là. Quand tu parles de data, c'est quoi? C'est le persona de tes clients, c'est les produits qui fonctionnent, Pas forcément ça, mais côté chiffres, la data niveau chiffres, sur le chiffre d'affaires, le type de produit qu'on vend, avoir toutes les factures aussi, hein, parce que si on n'a pas de facture, malheureusement, derrière, il n'y a pas de comptabilité. Ouais. Malheureusement, dans le dropshipping, je le vois, on achète souvent sur du AliExpress ou autre, et derrière, on oublie en fait de récupérer les factures. Donc, ça, faut y faire attention. Par exemple, là, je parle du dropshipping parce que c'est là où il y a des jeunes et qui font pas vraiment attention à ça, mais dans d'autres business aussi, ça s'applique. Donc, il faut vraiment faire attention à cette donnée-là. C'est plus de la donnée comptable. Et derrière, pour aller plus dans le détail, on se base sur la comptabilité et derrière, faut avoir plus de détails. Et ça, c'est le rôle de la comptabilité analytique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la comptabilité, il y a la comptabilité générale qui est obligatoire, qui est le rôle en fait de l'expert comptable. Et dans la comptabilité, il y a aussi la comptabilité analytique qui nous permet, elle, d'aller plus dans le détail. Ça veut dire que demain, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est ta compta générale qui va te dire que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais cette compta-là ne va pas pouvoir te dire que tu fais 50 000 sur le produit A et 50 000 sur le produit B. C'est grâce à ta comptabilité analytique, tu vas avoir des codes pour chaque produit pour te dire, en fait, tes 100 000 euros, voilà comment ils se décomposent. Ça aussi, il faut le savoir. Et toutes les sociétés n'ont pas de comptabilité analytique. C'est souvent géré à part, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, quand on débute, l'expert comptable, lui, il va tenir la comptabilité générale. Et c'est notre rôle en tant que dirigeant d'avoir des tableaux derrière qui vont nous permettre d'avoir cette donnée-là. Et c'est de cette donnée que je parle. C'est vraiment un ensemble en fait de compta analytique et compta général. Ok, donc pas uniquement en comptabilité, mais également conseil, stratégie, directement opérationnel pour orienter justement le dirigeant et qu'il sache comment aller chercher encore plus haut l'année d'après. Ouais. C'est ça. Ok, d'accord, bon, c'est plus clair. Est-ce que tu peux expliquer un peu les problèmes que rencontrent en général les clients que tu accompagnes? Est-ce que tu observes des problèmes particuliers? Le gros problème, en fait, aujourd'hui, c'est que les gens, en fait, ne font pas la différence entre le résultat d'une boîte et sa trésorerie. Ouais. Et malheureusement, ça les conduit directement au suicide, quoi. Malheureusement, c'est dommage, tu vois, c'est malheureux à dire, mais j'ai déjà eu, en fait, et je l'ai eu plusieurs fois même, c'est pas qu'une fois, la question qui me dit, mais comment ça se fait qu'on fait du résultat, mais on n'a pas de cash sur le compte? Je dis, mais c'est normal. Tu vends à un client à 100 000 euros, tu l'as comptabilisé à 100 000 euros, ok, tu as comptabilisé tes charges à hauteur, allez, on va dire 50 000 euros, il te reste 50 000 euros de résultat. Mais est-ce que ton client, à un moment, tu t'es posé la question si tu l'as encaissé ou pas? Tu vois, il y a deux notions. Il y a la trésorerie qui se gère à part et tu as le résultat. Il ne faut pas confondre les deux. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se disent non, mais moi, je vends en fait, donc mon business tourne bien. Sauf que derrière, si tu n'as pas le cash pour suivre, pour investir, pour payer tes fournisseurs, ton business il peut s'arrêter à tout moment, quoi. Donc, il faut vraiment piloter ces deux choses-là et limite la trésorerie de très, très près, quoi. Faut pas lâcher la partie trésorerie. Donc, ça, c'est le gros problème, en fait, que rencontrent mes clients aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut rappeler, dès qu'on quitte un petit peu l'auto-entreprise et qu'on rentre dans des sociétés, on va dire, plus traditionnelles, il peut y avoir beaucoup d'URSSAF, beaucoup de charges à payer. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le président ou le responsable de la structure prend de la rémunération, il va être appelé en conséquence, on va dire, à la moitié pour être appelé de charge. Et si on n'a pas un seuil de trésorerie pour pouvoir pallier à ça, et que les revenus sont pas tout à fait linéaires dans le temps, les gens peuvent se retrouver en grosse difficulté à cause de ça, parce qu'en effet, ils confondent le chiffre d'affaires qu'ils font
la réserve de trésorerie qu'il faut pour essayer d'assurer dans le temps, quoi. Ça, en fait, dans la comptabilité, dans la comptabilité, c'est ce qu'on appelle un peu charges fixes et charges variables. Ouais. Et en fait, on oublie qu'on a des charges fixes des fois dans les structures. En tant qu'entrepreneur, on n'aura que des charges en fait liées directement à l'exploitation. Et on ne se rémunère pas forcément quand on est en micro-entreprise parce qu'en fait, ce qu'on encaisse, c'est du coup, c'est un peu notre salaire. Mais dès qu'on commence en fait à développer des grosses structures, on a souvent des charges fixes. Et si on n'a pas un fonds de trésorerie qui va nous permettre du coup de payer ces charges-là, malheureusement, on se retrouve vite prisonnier de notre trésorerie, quoi. Aller courir, chercher l'argent, sauf que malheureusement, si on ne l'anticipe pas et qu'on ne le fait pas en amont, je peux te confirmer qu'en aval, ça va être compliqué, quoi. Moi, j'ai déjà eu des dirigeants en fait, qui se levaient le matin, pas bien, en stress. Et malheureusement, quand ça dure plusieurs jours ou plusieurs mois, c'est un peu compliqué à supporter. Ouais, si je peux partager un peu mon expérience pour mon agence immobilière, c'est vrai que le choix du comptable peut être assez difficile. Au début, on a essayé d'avancer avec un copain à nous et bon, ça a été très mal géré, etc. Donc, on est reparti sur un autre pote. Moi, je pense qu'il faut, c'est un peu comme les artisans, il faut faire différents devis, essayer de rencontrer différents comptables, experts comptables, parce que chacun va raisonner d'une manière différente. Et en effet, toi, ta formation est excellente dans ce sens-là. C'est que tu démocratises, tu vulgarises toutes ces notions qu'il faut avoir. Et le langage comptable, c'est un langage qui est assez codé. Et c'est vrai qu'on n'a pas le jargon. C'est assez compliqué de discuter avec son interlocuteur pour essayer de trouver vraiment quelles seraient les solutions les plus adaptées, notamment quand il y a le choix du statut, etc. Il y en a préféré après la SARL, d'autres plutôt tout ce qui est SASU, etc. Donc ça peut être un peu compliqué. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui débute pour essayer de choisir quelles sont les qualités humaines ou techniques à demander pour choisir le bon comptable, le bon expert comptable? Malheureusement, ouais, on n'y fait pas vraiment attention au début parce qu'on ne s'y connaît pas forcément. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément des notions financières et on se dit, c'est pas grave, moi je prends le moins cher. Ouais, Sauf que le moins cher ne veut pas forcément dire qu'il est bon. ouais, Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que moi, j'ai accompagné des amis à moi dans le lancement de leur business qui n'étaient pas forcément financiers. Et les questions qu'ils me posaient, moi, ça me semblait bidon, en fait, parce que ouais, c'est des choses que je vis au quotidien. Et donc, j'ai forcément la réponse. Mais eux, pour eux, c'est une migraine. Franchement, c'est limite. Des fois, ils se disent, ouais, c'est quoi, vas-y, c'est bon, j'arrête mon aventure. J'ai même pas envie de me lancer là-dedans. C'est trop compliqué, l'administratif, la compta, la finance. Il y a trop de choses à savoir. Ma tête va exploser. C'est dingue. Mais heureusement que j'étais là pour eux parce que je pense que si je n'étais pas là, ça aurait été compliqué, ou sinon, il ne l'aurait pas fait rapidement. Il aurait ouais, peut-être perdu du temps et il ne se serait peut-être pas lancé tout de suite. Et je me dis, ouais, c'est là que je me suis dit, il faudra peut-être que je fasse un truc pour les non-financiers. Donc, ouais. faire peut-être une formation qui va démocratiser et qui va vulgariser en fait toutes les notions financières pour les accompagner du coup dans cette partie-là. Et ce que tu disais, c'est vrai, c'est que avant de choisir son expert comptable, il faut d'abord choisir la personnalité de l'expert comptable. Hmm. Un expert comptable aujourd'hui qui n'a pas la même vision que vous, ou dans le business, ou là où tu veux aller, il va limite te mettre des bâtons dans les roues parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire un truc, il va négocier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un expert comptable, il ne va pas risquer son diplôme pour toi, quoi, pour ton business. Ouais, Un expert comptable, il y a aussi toute une réglementation derrière, tu vois, qui est, dans le métier en fait de l'expertise comptable, qui doit lui du coup respecter et qui doit suivre. Donc des fois, il y a des failles. Tu vois, il y a des failles qui sont légales, hein, c'est pas illégal, mais c'est pas lui qui va te les proposer. hmm. Soit parce que voilà, il y a beaucoup plus de travail pour lui, soit parce que il n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans. Il voit que tu ne maîtrises pas, donc ça va être compliqué de t'expliquer tout ce qu'il faut faire derrière. Donc tout ça, malheureusement, si on ne le sait pas, tu risques de passer, tu vois, à côté de beaucoup d'argent quand même. Parce Ouais, que je vais te donner un exemple. Par exemple, demain, tu as une entreprise que tu veux revendre. Ton entreprise, il faudra quand même la valoriser. ouais. Sauf que dans la valorisation d'entreprise, il y a différentes méthodes de calcul. Il y a différents montages à faire aussi, tu vois. Mais malheureusement, un non-financier, il n'a pas forcément les notions qui vont lui permettre de savoir qu'il y a tout ça. Et l'expert comptable, il aura tendance à prendre la méthode la plus facile et le chemin le plus simple. Parce que Hmm. lui, derrière, il a d'autres clients à gérer. Il n'a pas que toi, en fait, dans son business.
Et donc, pour revenir du coup à ta première question, c'est avant de choisir un expert comptable, il faut d'abord choisir la vision de l'expert comptable et la personnalité d'expert comptable. Malheureusement, ça, voilà, il faut s'entretenir avec la personne, essayer un peu de voir comment elle est, mais ils n'ont jamais le temps. Donc, si on a un bon réseau et qu'on connaît des gens en fait dans la finance, ils pourraient peut-être nous conseiller un bon expert comptable. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut aussi utiliser son réseau, l'expérience des entrepreneurs qui nous entourent, parce qu'on a une entreprise, on a forcément un expert comptable. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à demander à ses amis qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat ce qu'ils pensent en fait de leur expert comptable et voilà quoi. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le web qui sont vraiment des créatifs et du coup, ils ont tendance à procrastiner sur toutes ces questions, les mettre de côté, mais il faut les mettre vraiment en alerte dans le sens où, à partir du moment où la communication n'est pas bonne, il vaut mieux parfois switcher de comptable ou d'expert comptable assez rapidement pour essayer de justement trouver cette bonne personne qui a un véritable partenaire, parce que c'est indispensable de composer avec toutes ces notions. Euh, au niveau des solutions que tu proposes, Oui. justement, quels seraient est-ce que tu peux détailler un peu les bénéfices que pourraient avoir les gens de passer par tes services pour essayer de retirer justement les problèmes qu'ils ont? Moi, ce que je dis à mes clients, souvent, c'est moi, j'ai envie que mes clients en fait dorment tranquillement. Tu vois, quand ils posent sa tête la nuit, qu'ils dorment sans penser à ses finances, sans penser à son business, en se disant ouais, aujourd'hui, je suis serein, je sais où j'en suis et je sais où je vais. Ça, c'est mon premier rôle, tu vois. Mais pour arriver à ça, faut que je prenne la main du coup sur la partie financière, il faut que je l'analyse, il faut que je produise du coup des tableaux de bord, il faut que je fasse des reporting, il faut que mon client en fait du coup me donne pas mal de data. Donc au début, quand on prend un consultant en finance d'entreprise, on ne pourra pas lui demander en une journée de nous sortir en fait tout ça, tu vois, c'est tout un travail. Donc c'est tout un accompagnement. Donc c'est soit ce que je vais proposer à mes clients, c'est soit je les accompagne sur une période donnée, quitte Ouais. à leur produire les tableaux au moins qu'ils vont pouvoir utiliser par la suite dans la gestion du coût financière de leur business et qui prennent le relais, soit ils vont me prendre, par exemple, moi, ce que je pourrais vendre, c'est un jour par semaine, deux jours par semaine, tu vois, vraiment selon le rythme qui arrange mon client, quoi. Mhm. Ou sinon, ce que je vais faire, ce que je t'ai dit, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, je suis en train de préparer du coup la formation en finance d'entreprise pour lui donner les bases pour faire lui-même tout ça. Donc, il va devoir du coup se former et après faire lui-même. Mais par contre, il ne faut pas demander à son expert comptable de faire ça à sa place parce qu'il ne le fera pas, ce n'est pas son métier. Mhm. C'est le métier du dirigeant, en fait. C'est à toi de piloter ton business. Ce n'est pas Ouais. à quelqu'un d'autre de le faire. Ouais, ouais. Du coup, voilà, si ça fait écho chez certaines personnes qui regardent cette vidéo, qui se sentent, ah oui, j'ai un manque dans ce domaine-là, quelles seraient les premières actions que tu conseillerais à ces personnes justement pour essayer de récupérer ce problème et d'arriver à les gérer? Déjà, il faut en être conscient, en fait, du problème. Parce que tout le monde n'est pas conscient de ces problématiques financières aujourd'hui. Ils ont de l'argent sur le compte bancaire, ils ont une société qui tourne, donc ils ne se posent pas forcément ces questions-là. Moi, je vois beaucoup de gens, en fait, dans le marketing ou dans le business en ligne ou dans d'autres business, ils disent, c'est bon, moi, mon business, il tourne, je fais du résultat, j'ai dosé sur mon compte et ils ne se posent pas forcément ces questions-là. Donc déjà, se poser, se dire, malheureusement, on est dans le train du quotidien, hein, donc on ne se pose pas forcément pour y réfléchir. Donc, dans un premier temps, déjà, il faut se poser, réfléchir sur son business, se dire, voilà ce que je fais bien, voilà ce que je fais mal. Et après, voir s'il y a besoin en fait, d'un consultant financier. Il n'y en a peut-être pas forcément. Parce qu'en fait, si on a un petit business, on pourra peut-être s'en sortir tout seul. Tu vois, c'est quand on sent qu'il y a vraiment un besoin, que ça commence à devenir compliqué, qu'il faut faire appel à un expert en fait dans ce domaine-là. Donc, Ok. ouais, à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, tu vois, ça peut être, l'indicateur peut être le chiffre d'affaires. Tu vois, si tu commences à faire, je sais pas, de 50 000 à 100 000 euros par mois, là, ouais, ça va être compliqué derrière de gérer, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu fais du 5 000 euros par mois, du 1 000 euros par mois, ouais, il n'y a pas forcément besoin de passer par un expert. Hmm. Parce que déjà, lui, il va te coûter cher, donc ça ne sert à rien, tu vois. Il faut avoir un certain niveau de chiffre d'affaires, avoir un certain niveau de trésorerie avant de faire appel à un expert comptable. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas un expert comptable, mais un expert financier. Parce qu'un Oui. expert comptable, on est obligé de l'avoir. Ouais, ouais. Pour revenir à la trésor, je pense là, il y a un truc que je pense que les gens, en petits tips opérationnels devraient mettre en place assez rapidement, c'est que toujours faire en sorte d'avoir au moins la moitié de la trésor d'allouer par rapport aux dépenses qui sont à venir.
essayer de garder vraiment toujours un fond, histoire de, voilà, d'être serein et d'anticiper. Parce on a beau se dire, tiens, il reste 50 000 euros de trésorerie sur ma boîte, bah, il faut savoir que ça va s'évaporer dans les mois qui viennent. Et moi, mon comptable me conseillait sinon de créer un deuxième compte pro et essayer de justement virer l'argent de côté sur un autre compte qui est distinct. Alors ça peut rajouter un peu plus de travail pour l'expert comptable, mais ça peut être quelque chose qui peut être pas mal justement pour certaines personnes, sachant qu'il peut y avoir des rattrapages. Moi, il m'avait donné l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui avait 50 000 à payer par an, et il a eu un rattrapage des 2 années précédentes. Donc là, il se Ouais, fait ressortir 150 000. Alors, heureusement qu'il avait écouté ce conseil en essayant de mettre de la trésor sur un compte secondaire. Mais c'est vrai que voilà, c'est des trucs qu'on peut pas forcément anticiper. Et ça peut être un bon moyen justement de sécuriser la machine. complètement. Euh, Ça peut être une bonne solution, hein, mais franchement, avant même de faire un deuxième compte sur lequel on verse de l'argent pour avoir un fonds en fait, de sécurité, moi, je dirais qu'il faut déjà avoir un tableau en fait, ouais, où on se projette sur l'année. ouais. Au début d'année, je sais que voilà, je vais avoir, j'ai 100 000 euros sur mon compte. Hum, Voilà comment ça se dépense. On a toujours en fait un minimum de charges par mois, tu vois. Tu es sûr de l'avoir. Donc celui-là, tu l'étales sur 12 mois. Donc ça te donne déjà en fait une vision sur un an. Et tu te dis, ben, moi, il faut que j'ai assez de trésorerie pour payer mon année, tu vois, parce que c'est des charges qui vont forcément tomber, ouais. tu vois. Soit j'ai 6 mois de ma trésor qui est bloqué, que je ne touche pas. Donc je sais toujours que j'ai 6 mois d'avance en fait dans ma trésor, ou se dire, ben, au moins je couvre mes charges fixes. Hum, Après, les variables derrière, bah, ça va venir avec le business, tu vois, des fournisseurs. Il faut mettre en place aussi des stratégies de paiement, tu vois, pas forcément payer tout de suite ses fournisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 60 jours maximum pour les payer. ouais. Donc, toujours à négocier, du coup, les conditions de règlement. Ça, malheureusement, les gens ne le font pas forcément, tu vois. C'est, moi, je négocie mes délais de règlement, mais je négocie pas les délais de paiement, en fait, des fournisseurs. Hum, Donc, si je peux me faire encaisser rapidement, du coup, mes factures, je le fais. Je me dis pas non, non, le client, il va pas vouloir, bah, faut quand même aller le négocier. Des fois, on se met des freins en disant, bah, si je demande à mon client de payer tout de suite, bah, il va pas forcément vouloir bosser avec moi. Ça, c'est un frein. On ouais, propose, ça passe, ça ne passe pas, bah, on essaie de caler, du coup, bah, de faire étape par étape. Bah, ok, tu ne veux pas payer tout de suite, bah, paye-moi à 10 jours. ouais, Tu ouais. ne veux pas payer à 10 jours, ok, bah, paye à 30 jours, mais faut aller le négocier, essayer en fait de se faire payer rapidement, quitte à mettre en place le prélèvement bancaire. C'est des choses qui se font aujourd'hui, tu vois. Comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir ton argent. Et derrière, bah, tes charges, bah, tu essaies de les étaler au plus tard possible. Mes fournisseurs, par exemple, bah, au lieu de les payer bah, à la fin du mois, bah, je les payerai peut-être 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois, du coup, bah, ou même à 60 jours. Donc, je gagne en délai, tu vois. C'est Hum, plein de techniques en fait pour gérer sa trésorerie que les gens ignorent. Donc oui. moi, je dis avant d'aller se lancer en fait dans une création d'un deuxième compte bancaire, verser de l'argent dedans, tu vois, déjà commencer par la bonne gestion financière en fait Ouais, de son entreprise. Parce qu'en ouais, fait, si, ouais, ouais. ouais, si on gère en fait bien sa trésorerie et qu'on gère bien ses finances, on n'aura peut-être pas forcément d'avoir un deuxième compte bancaire, se casser la tête à aller regarder tout le temps, tu vois, c'est Ouais. jamais où t'en es. Des fois, tu l'oublies, tu ne le regardes pas forcément. Donc, déjà commencer par ça, c'est vraiment la base. Et après, tu vois, pourquoi pas faire un deuxième compte bancaire pour se dire, bah, OK, ben, tous les mois, je mets tant d'argent sur ce compte-là. Ouais, c'est ça. Il faut responsabiliser les gens et c'est vrai que bah, voilà, ta formation est parfaite pour justement démocratiser toutes ces notions que les gens ignorent. Je voudrais revenir un petit peu sur les différents statuts, même si on a compris que c'est pas voilà ton rôle principal, mais bon, je surfe un peu dessus parce que ça fait partie des questions les plus importantes de la plupart des abonnés. Ouais, Et c'est vrai qu'on va sur le web, là on devient fou parce que voilà, on va suivre des articles, parfois ça se contredit, etc. Les informations peuvent différer. Euh, on a compris que c'est vrai que moi je recommande beaucoup le statut d'auto-entrepreneur lorsqu'on débute parce que justement ça permet de se focaliser à 100% sur son business. Tout est simplifié, on va dire. c'est Mais ça. à partir de quand quelqu'un veut monter sa propre société, quel serait le statut que tu conseilles? Alors, il y a les entreprises individuelles, après il y a les SARL, il y a tout ce qui est SASU, voilà, société responsabilité, Action simplifiée. action simplifiée, merci. En fonction d'une personne qui serait seule ou avec un associé, est-ce que tu peux
me donner quelques pistes de réflexion qui pourraient aider une personne, justement, à savoir grossièrement sur quel statut il vaudrait mieux qu'il aille. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un statut, ça ne peut pas se décider comme ça, tu vois. Ça ne se décide pas en 2 minutes. Il Ouais. faut partir en fait de la situation personnelle de la personne et également de sa vision. C'est où est-ce qu'il veut aller, tu vois. Mm. Pourquoi il veut créer cette société-là et quels sont ses projets dans l'avenir. Ouais. Que avant de se dire, bah, c'est bon, tu sais quoi, moi, bah, la SASU, ça me va très bien, donc je vais créer ça. Il faut savoir où tu vas demain. Ouais. Quand on se lance dans un projet, on ne se lance pas dans un projet pour 2 jours, on se lance dans un projet, en fait, pour l'avenir, pour du long terme. Donc derrière, ça veut dire qu'on a une vision, tu vois. Moi, je vais te donner, par exemple, ma situation. Ben, moi, je me suis lancé à mon compte. Ouais. Sauf que moi, ben, j'avais du coup profité en fait du dispositif démissionnaire. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, non. C'est une loi qui a été votée en novembre 2019 qui Ok. permettait du coup aux salariés de démissionner s'ils ont 5 ans de CDI. D'accord. En fait, ça te permet de démissionner tout en gardant ton chômage. Ok. C'est le dispositif démissionnaire. Et sauf que la première condition, c'est ça, c'est vraiment d'avoir 5 ans successifs dans la même boîte. Ou si tu changes de boîte, il ne faut pas qu'il y ait un écart de 48 heures entre le changement, le passage de la première à la deuxième boîte. Ok. Ça, c'est la première condition. Derrière, la deuxième condition pour profiter de ce chômage-là, c'est d'avoir un projet. Soit, par exemple, moi, je suis un financier, je voudrais me réorienter dans le marketing. Donc, je vais faire une deuxième formation. Du coup, je garde mon chômage et je fais une formation. Ça me permet, du coup, de financer toutes mes charges, le loyer, tout le reste, et faire une formation dans un domaine qui n'est pas le mien, ou de créer une société. Donc, ça, c'est pour les salariés, du coup, qui souhaiteraient se lancer demain dans l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est vraiment un bon dispositif à connaître, hein. Si on Ouais. ne le connaît pas, on passe. Parce qu'en fait, si on démissionne comme ça, on n'aura Ouais. pas le chômage. Ouais. Ouais, bien Moi, sûr. ça nous permet du coup de créer notre société, d'être serein au début. Parce que moi, ça m'a quand même permis, tu vois, de prendre 6 mois avant d'avoir mon premier client, de Ouais. me perfectionner sur toute la partie prospection, marketing, vente, Ouais. avant du coup d'avoir mon premier client. Tu vois, si je n'avais pas ça, j'aurais pas pu tenir en fait les 6 premiers mois. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, et quand on fait en fait ce dispositif-là, si on fait auto-entrepreneur, tout ce qu'on encaisse va venir se déduire de notre chômage. Mm. Oui. Alors que si on fait une SASU, on ne Mm. touche pas de salaire, Mm. on garde le chômage en entier, et tout ce qu'on gagne en fait durant les 2 années de chômage, soit derrière on se le reverse en dividendes, donc ça nous fait quand même, tu vois, tu économises quand même tous tes salaires mensuels, tu Ouais. les reverses du coup 2 ans après, quand tu auras fini ton chômage, Ouais. ou sinon tu les réinvestis dans ta boîte, ou tu montes une holding pour investir après, par exemple, dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je te dis, en fait, je peux pas. Il y a pas, en fait, une règle et je pourrais pas te dire, ben voilà, demain, ouais, une personne qui a ça, elle peut faire SARL. Une personne qui a ça, elle peut faire SAS. Tu vois, il faut vraiment rentrer dans le détail, voir la vision de la personne, savoir où elle veut aller pour lui dire, bah, en fait, tu n'as pas forcément besoin de partir sur une SASU, une SARL. Au début, bah, fais micro-entreprise, teste Ouais. ton business. À partir de certains niveaux, bah, si tu es marié, si tu n'es pas marié, si tu as des associés, si tu n'as pas d'associés, tu vois, tu peux faire ça ou ça. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux, par exemple, te verser des dividendes, moi, je te conseillerais de partir sur une SAS. Parce qu'en Mm. fait, il n'y a, pas de- il y a pas de limite de versement de dividendes. Alors que dans les SARS, ce qu'il faut savoir, c'est que tu te verses 10% sans charge, mais que derrière, il va y avoir des charges. Alors que Ouais. sur la SAS, bah, c'est une flat tax sur tous tes dividendes. Mais par exemple, si demain, tu veux te verser un salaire tous les mois, je te conseillerais d'aller plutôt dans la SARL. Ouais. Il y aura moins de charges. Ouais. Et derrière, il y a plein d'optimisations comme ça. Mais je ne pourrais pas répondre en fait et dire à une personne, bah, tu peux partir sur ça ou partir sur ça. Il faut vraiment se poser, lui poser plein de questions, connaître sa vision, connaître sa personnalité, son projet, pour lui dire, bah, OK, tu vois, tu peux partir sur ça, tu peux partir sur une SAS si tu ne te verses pas de salaire, ou tu peux partir sur une SARS si tu veux te verser un salaire, par exemple. Ouais, pour donner des pistes de réflexion aux gens. Alors évidemment, après, faut s'entourer. Voilà, il peut y avoir des conseils comme toi. L'expert comptable peut intervenir. Moi, j'avais aussi fait appel à un avocat fiscaliste qui peut répondre à toutes ces questions. On pourra vous suggérer des contacts évidemment, mais les questions à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un associé ou pas? Quelle sera la rémunération? Sous quelle forme?
et également peut-être de penser à la sortie. C'est-à-dire que, alors c'est bien beau de monter un business, mais un jour, on va devoir le céder, on va devoir peut-être transmettre tout ça et peut-être essayer de penser déjà à la sortie, quel serait justement le développement de cette entreprise. Et je pense que là, tu as un vrai rôle à jouer pour essayer de conseiller les gens à ton recul et ton expérience pour les aider à avoir une vision plus lointaine. Parce que parfois, on est très focus sur le présent, mais forcément, les entreprises sont amenées à se développer et toi, tu peux peut-être les aider à aller chercher plus loin, quoi. C'est ça. Et même en termes d'imposition, est-ce qu'il faut être imposé à l'IR? Est-ce qu'il faut être imposé à l'IS? Ouais, Donc ça va dépendre en fait de la situation familiale de la personne. Est-ce qu'elle est mariée, paxée, pas paxée? Tu vois, il y a vraiment beaucoup de notions et c'est pour ça que malheureusement sur Internet, on est vite perdu parce que voilà, il y a tous les articles. ouais, Mais si on passe par un expert qui maîtrise déjà cette partie-là, il n'y a pas forcément besoin en fait de rentrer dans les articles, quoi. Donc, ouais. il pourra nous donner une réponse rapidement en analysant du coup notre situation. Ouais, voilà. Moi, j'ai monté des nouvelles sociétés. Et au début, bon, on a toujours des pensées un peu limitantes. On se dit, ouais, je veux pas de frais, etc. La société est naissante. Je veux pas forcément déjà avoir un expert comptable qui va me prendre l'argent tous les mois. Donc, j'avais commencé à regarder un petit peu les Ouais, déclarations, machin, et je me suis vite rendu fou. Je me suis dit, bon, j'en dormais plus la nuit. Il va falloir que je trouve quelqu'un. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie de vulgariser un peu toutes ces notions, mais c'est des vraies notions qui demandent un véritable conseil. c'est Donc, ça. voilà, je pense que ton rôle est d'autant plus pertinent. C'est très bien. Et même des fois, franchement, on se dit, on ne sait pas combien d'argent on peut gagner derrière. C'est ça Ouais, qui nous ouais, bloque en fait lors de la dépense, tu vois. Je te jure que rien que sur une valorisation, si demain tu veux vendre ta boîte, ouais. sur une valorisation, tu peux passer, par exemple, rien qu'en passant d'une méthode de valorisation à une autre qui est plus adaptée à ton business, d'un fois 2 fois 3 sur l'argent que tu peux te récupérer. Par Hmm. exemple, aujourd'hui, je te valorise ta boîte en fait sur ta trésorerie ou j'en sais rien sur ton résultat. Je vais dire, je sais pas, moi, tu fais 30 000 euros de résultat à l'année, ta boîte, elle vaut 30 000 euros. Ouais, Sauf que malheureusement, je te pénalise, tu vois. Parce que ouais. moi, je me base sur ton résultat sur une année. Hmm. Sauf que derrière, tu as un business qui va sûrement se développer, tu vas faire peut-être plus de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc, il ne faut peut-être pas le calculer comme ça. Il faudra partir sur une autre formule qui va être plus favorable à toi, tu vois. Et tu vas te récupérer, au lieu de 30 000 euros, peut-être un de 100 000 euros, tu vois. Ouais, C'est pas pour vendre du rêve, mais c'est vraiment la réalité. Donc, au lieu de vendre ta boîte 30 000 euros, tu vas réussir à la vendre de 100 000 euros parce que derrière, j'ai pris le temps de connaître ton business, de voir ta vision des choses, d'appliquer la bonne formule. Et c'est juste dingue, en fait, l'argent qu'il y a récupéré derrière. Et peut-être que derrière, tu vas me payer, j'en sais rien, tu vas peut-être me payer 1000 euros, mais tu vois tout l'argent qu'il y a récupéré derrière. Tu as fait ouais. un fois 6 ou, tu vois, C'est c'est énorme. dingue. Et Ouais, ça, les gens, ils ne le savent pas. Ils disent, ouais. ouais, je vais payer quelqu'un 1000 euros, ouais, je peux le faire tout seul et économiser 1000 euros. Hmm. Économiser tes 1000 euros, tu vas te retrouver avec 30 000 euros en fait sur ton compte bancaire au final, quoi, tu vois. Ouais, un professionnel, ça coûte cher, mais rester amateur et se tromper, ça coûte encore plus cher. Donc, Encore plus cher. C'est ça le problème, c'est qu'un expert, il a toutes les notions en fait ouais, qui pourraient te permettre en fait de valoriser, de bien valoriser ta boîte. Alors que ouais. toi, tu ne les as pas. Et en allant regarder sur des articles, déjà, tu vas en avoir marre rapidement. Tu vas t'arrêter à la première formule. Tu n'iras pas plus loin. Ouais, il y a ça. Et puis, vous parlez chiffres entre vous. C'est vrai que nous, quand on est dans son business, on a tendance à rester focus sur son business. Alors que moi, je le vois avec mon expert comptable. Alors, on a mangé ensemble. Bon, c'est un ami. Et voilà, je vois que il a pu acheter un hôtel parce qu'il a eu l'opportunité du truc. À un moment, il était dans la dératisation. C'est pour les copros et tout. Il a vu un chiffre d'affaires fou. Il a lancé son frère là-dessus. Il s'est lancé un moment dans le marchand de biens. Enfin, voilà. Vous, c'est vrai que vous avez accès à beaucoup de business différents et du coup, vous avez une expérience qui vous permet de mieux conseiller les gens. Ça, Hein. c'est ça. Et après, il y a une autre façon de voir les choses. Là, on parle de la partie prestation. En fait, un financier, on peut le prendre soit en prestation. Il y a aussi une deuxième chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut également donner des parts de sa boîte. Ouais, Toi, ouais, aujourd'hui, tu as 100% de ta boîte. Je vais ouais. prendre un financier. Je vais essayer de négocier aller entre 5 et 20% de ma boîte contre, du coup, ses prestations, tu vois. Donc, au lieu de le payer tous les mois et que le mec, il s'en fout un peu de ma boîte ou voilà, il va peut-être me faire un truc à 2 balles, euh, il va peut-être être un peu plus investi en ayant des parts dans mon business. Parce qu'il aura des choses à y gagner, j'aurai des choses à y gagner. Et au final, on se retrouve gagnant tous les deux à s'associer, tu vois. Ça, Ouais. les gens n'y pensent pas forcément.
c'est vrai. Donc, c'est aussi une piste du coup à creuser. Tu vois, si je suis prêt à donner 5% de ma boîte, pourquoi pas? Le problème, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas à visualiser le gain qu'il y a à faire derrière. On Hmm. s'obstine en fait à se dire, ben non, 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 c'est mon bébé, je le garde, je le veux pour moi. Donc, je veux garder tout le gâteau pour moi, alors que des fois, en donnant une petite part, ben, tu te retrouves à faire des fois 6 et des fois 10 en fait sur ce que tu aurais pu te récupérer tout seul, tu vois. Ouais. Juste parce que tu as été bien accompagné et que tu as sensibilisé et que tu as fait confiance à une personne qui t'a permis d'y arriver. Ouais, 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 c'est très juste. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça également. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, quand on va sur Instagram ou sur Facebook, Ouais, on va voir plein de pubs, de ouais, formations qui vont te vendre comment trouver des clients, mais il n'y en a pas une qui va te vendre en fait comment bien gérer ses finances. c'est vrai. Tu vois? C'est ce qui est dommage. Exactement, exactement. C'est pour ça que ton service est vraiment top. Moi, je trouvais ça super, super pertinent. Si on veut motiver un petit peu les gens, alors il faut savoir, bon, voilà, il y a l'effet de levier de la banque qui peut intervenir. On peut emprunter en tant que perso. Dans ce cas-là, en effet, le fait de valoriser ses bilans, ça peut servir à emprunter pour acheter de l'immobilier ou autre. Mais on peut aussi lever de la dette avec sa société. Toi, dans quoi tu conseillerais quelqu'un qui fait un bon chiffre d'affaires en termes d'investissement? Est-ce que tu peux conseiller un petit peu les gens sur ce côté-là? Moi, je pense qu'avant d'aller lever la dette, tu vois, c'est toujours le point auquel je reviens à chaque fois. C'est vraiment d'abord commencer par l'interne. Ouais, Tu vois, optimise d'abord ta gestion, revalorise ta boîte pour avoir la vraie valeur de ta boîte. ouais, Parce qu'en fait, demain, si tu vas aller lever la dette et que ton capital, je sais pas, il est de 1000 euros, c'est ouais, pas comme si tu vas lever de la dette avec un capital de 100 000 euros. ouais, c'est vrai. Déjà, le banquier, il va arrêter de te prendre pour un petit entrepreneur, tu vois. Pas le café, là, ouais. Là, tu arrives avec une boîte qui pèse quand même 100 000 euros, tu vois, de Oui. capital. C'est pas forcément 1000 euros. Donc, déjà, commencer par ça. Même si on veut lever de la dette, tu vois. Hmm. Pose-toi, parle à ton expert comptable, essaye de voir comment tu peux revaloriser ta boîte. Après, va lever de la dette. Et derrière, tu peux réinvestir. Ouais, Ou sinon, bah, déjà, ta trésorerie, tu vois, si tu as toujours un excédent de trésorerie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut investir cet excédent de trésorerie au lieu de le laisser dormir du coup sur un compte bancaire. On peut aller du coup l'investir soit sur des actions, sur de la crypto. L'autre jour, j'étais en train de regarder mes mails et je vois Conto qui s'associe. Conto, c'est la banque en ligne ouais, qui s'associe avec CoinHouse ou un truc comme ça ouais. et qui permet du coup derrière bah, d'investir dans les cryptos. Donc ça, il faut le savoir aussi, c'est qu'avec notre trésorerie, on peut également aller investir sur les marchés financiers. Tu vois? Donc, on peut également investir là-dedans. Ce qu'on pourrait faire, c'est, si tu as également un business qui fait beaucoup de trésorerie et que tu as envie d'investir dans l'immobilier, c'est d'avoir une holding qui va faire du coup bah, l'intermédiaire un peu entre ta boîte qui fait du cash et ta SCI que tu vas créer derrière pour acheter de l'immobilier. Donc ça, on peut le faire également, tu vois. Et le montage, le meilleur montage, je pense que c'est de passer par une holding pour derrière recréer une SCI. Mais après, voilà, il y a beaucoup de consultants qui s'occupent plutôt de cette partie-là, de cette optimisation-là. Et même un expert comptable, il peut conseiller les gens du coup sur comment faire ces montages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une boîte qui fait de la trésor, bah, tu peux aller investir sur plusieurs autres secteurs. Ou même prendre des parts dans d'autres business Ouais, font déjà du cash, tu vois. ouais, ouais. Demain, toi, tu as un ami qui te dit oui, j'ai mon business, j'ai des besoins de trésorerie, j'ai pas beaucoup d'oseille, à chaque fois je me retrouve en fait serré tous les mois, tu vois. Bah, tu peux lui dire, ben, moi je peux prendre des parts dans ton business et voilà, tu vois, je participe à la trésorerie. Ouais, c'est vrai. C'est également une vision, en fait, il faut vraiment pas être fermé à s'associer, tu vois. Il faut pas se dire non, 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 moi je vais garder mon bébé pour moi tout seul. Derrière, sans aller lever de la dette, on peut rien qu'en s'associant avec une autre personne arriver à s'en sortir. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis toujours, Moi, ça, on ne le voit pas forcément comme ça, mais ouais. il y a, Non, c'est très il juste, hein. C'est y très a des juste. moyens en fait de contourner en fait toute cette partie-là. Pourquoi aller s'endetter? C'est vrai que c'est un bon levier, tu vois, Ouais. mais est-ce que j'ai fait le tour en fait de toutes les solutions possibles avant de vouloir m'endetter? Ouais, est-ce que c'est le moment de le faire aussi? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a ce truc-là. Non, non, mais c'est vrai que c'est très juste. De toute façon, moi, je dis toujours, il vaut mieux être plusieurs sur un bon coup que seul sur un mauvais. Il faut vraiment s'associer avec les bonnes personnes. Ça fait gagner. On peut gagner 5 à 10 ans. Voilà, vraiment. Complètement. Ben, on se dit, ben, tout seul, on peut aller très vite parce Ouais, qu'on se prend des décisions tout seul, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. ouais, ouais, carrément.
Et comme je t'ai dit, quand tu commences un business, c'est pas forcément pour aller très vite, c'est plus pour aller loin, en fait. C'est du long terme. Ouais, ouais, Faut pas vouloir gagner tout de suite. Faut déjà arriver à construire un bon business qui arrive à tenir sur un an. Et après, si tu arrives à tenir sur un an, ben, pourquoi pas les 10 ans, les 20 ans et même plus, tu vois. Pourquoi ouais, pas ouais. éternellement, j'en sais rien. Mais il faut vraiment partir sur l'idée de construire un business qui va durer longtemps, quoi. Et pas se dire, bah, je veux me faire de l'argent rapidement et me barrer. D'ailleurs, c'est la problématique du dropshipping, c'est que on pense à faire de l'argent tout de suite avec un site internet et derrière, on passe à autre chose. Sauf que malheureusement, c'est pas comme ça qu'on construit en fait un business pérenne, quoi. Ouais, il faut fabriquer une vraie marque de nos jours, c'est voilà, vraiment professionnaliser le truc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est C'est vrai ça. qu'en revenant au crypto, ça c'est un truc auquel moi je pensais pas que c'était possible. En discutant avec mon climatiseur, il m'a dit que lui justement il s'était ouvert un compte sur Kraken. Alors pour ceux Ouais, qui connaissent, c'est un exchange mais un peu plus professionnel. Et on peut monter un vrai compte pro pour sa boîte, pour investir dedans. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et tu as parlé de la holding aussi. Moi j'ai monté ma holding l'année dernière. Donc, pour essayer de faire remonter justement les dividendes que j'ai sur mon agence immobilière, ouais. et, on faire des conventions de trésorerie avec justement ces différentes sociétés. Et ça permet de faire remonter les fonds sur sa holding sans être taxé. Donc, on peut faire remonter comme ça ses bénéfices. Et après, en effet, comme tu disais, là, je vais monter ma SCI là, cette année pour essayer d'investir également en pro là-dedans. Voilà, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément, quoi. Bah, il y a une chose en fait que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on cherche toujours à aller à Dubaï, aller à Malte, aller dans un paradis fiscal, tu vois, où on paye moins Ouais, d'impôts, ouais, alors qu'avec un bon montage fiscal, il n'y a pas forcément d'aller très loin. On est dans un paradis fiscal, tu vois. Et ouais. ça, les gens, ouais, c'est vrai qu'ils le vendent un peu sur YouTube comme étant, voilà, un rêve, machin, mais c'est vrai que ça existe, tu vois. Avec un bon montage fiscal en France, tu peux bah, ne pas payer d'impôts parce qu'en fait, bah, tu ne fais pas vraiment de résultats. Tu centralises tout sur ta holding, ta SCI qui perd de l'argent avec ta boîte qui gagne de l'argent. Bah, cumulé, tu te retrouves à perdre de l'argent en fait, dans ta holding. Et avec l'intégration fiscale, bah, tu ne payes pas d'impôts. Mais ça, bah, quelqu'un qui n'a pas les notions financières, il ne pourra pas forcément le savoir. Exactement. S'il n'est pas bien entouré, bah, il ne pourra pas le savoir. Et au lieu de se dire, bah, je vais payer un mec, je ne sais pas, 1000 euros pour me faire ça, ou 2000 euros, ou même 5000 euros, Ouais. pour économiser, j'en sais rien, des 100 000 euros derrière, Mm. je laisse les gens faire le calcul, quoi. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Franchement, il y a des gens, je te jure, aujourd'hui, ils vont payer des 100 000 euros, 150 000 euros d'impôts, alors qu'avec un bon montage fiscal, il va payer Walou, hein, c'est rien du tout. Et puis, il y a tellement de ficelles, entre guillemets, que C'est voilà, ça, c'est c'est qu'on ne maîtrise pas. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Il y a plein de notions, en fait, que les gens ne maîtrisent pas. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour prendre leurs revenus quand on est dans sa société? On en a parlé un petit peu, voilà, ça va être soit des revenus de gérant, soit plutôt des dividendes. Toi, bon, voilà, après, on en revient toujours à ces notions. Il faut étudier la situation hein, pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Mais en gros, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que spontanément, quel est le plus intéressant entre le dividende, entre les revenus? Moi, le plus intéressant pour moi, c'est de trouver un équilibre entre les deux, en fait. Il ne faut pas se dire, je vais faire du 100% dividende ou 100% salaire. Ok, C'est limite, je me verse un SMIC ouais, et derrière, ben, je prends le reste en dividende. d'accord. Ce que les gens ne savent pas aujourd'hui et ce qu'il faudrait savoir, c'est que les dividendes ne sont pas déductibles de ton résultat. Donc, tu vas finir ton exercice, tu vas te retrouver avec 100 000 euros d'impôts à payer et derrière, tu vas te verser tes dividendes. Hmm, Alors que si tu te verses, en fait, ton SMIC mensuel, ton SMIC qui va venir se déduire de ton résultat et au hmm, final, tu vas te retrouver peut-être à un résultat au lieu de 100 000 euros. Au lieu avec un impôt à 100 000 euros à payer, tu vas te retrouver du coup à payer, j'en sais rien, moi, 80 000 ou un peu moins, parce que tu t'es versé un salaire qui est déductible de ton résultat, et le reste, tu te le verses en dividende. ok, Et ce que je dis, c'est qu'il faut trouver en fait le juste milieu, tu ouais, vois. Parce qu'on se ouais. dit, ouais, on paye trop de charges, on paye trop de charges, mais derrière, si tu te verses en fait tout en dividende, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 30% de charges aussi sur les dividendes, c'est une flat tax. Hmm. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Faut Comment trouver. est-ce que tu vois, tu vois l'avenir du business en ligne, toi? Comment tu vois son développement? Le business en ligne, en fait, aujourd'hui, il faut trouver le bon secteur. Parce que je Ouais, pense que le dropshipping, on a fait le tour.
Tu vois, maintenant, comme je t'ai dit, il faut construire vraiment un business périn. Et le business en ligne, il va continuer à vivre, en fait. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter, il ne s'arrêtera pas demain. Donc, c'est le business de demain. Après, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver le bon secteur. Tu vois, le web 3.0, aujourd'hui, c'est la mode. Donc, il faudra peut-être aller vers ce secteur-là. Mais pour y aller, ben, faut s'entourer d'experts, faut maîtriser, tu vois, faut pas non plus foncer en se disant, ben, ah, tout le monde parle du web 3.0, d'accord, ben, je vais y aller, tu vois, je vais faire ça. Donc, en fait, il faut surfer sur ben, la mode, mais être parmi les premiers pour tirer quand même son épingle du jeu. Et derrière, ben, ça ne sera que ça, tu vois. Ouais, ouais, Et il y a souvent des modes. Là, aujourd'hui, tu te lances dans le dropshipping, ben, c'est du has-been. ouais. Tu vois, la bonne période pour se lancer dans le dropshipping, c'était peut-être 2017 ou même avant, tu vois, Ouais, 2012, 2010. ouais, Et les gens croient que ça date d'hier, mais le truc, ça fait un petit moment quand même qu'il existe. ouais, ouais. Donc, il faut toujours trouver le bon secteur, le bon business pour se lancer et pas forcément faire comme les autres, faire comme tout le monde. Tout le monde fait des formations, ben d'accord, je vais faire une formation. Tout le Mhm. monde fait du dropshipping, je vais faire du dropshipping. Tout le monde apprend comment générer des clients, ben je vais apprendre comment générer des clients, tu vois. Ouais, Il faut toujours, en fait, avoir un peu un recul sur le marché, se dire, bah, OK, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce que ça marche toujours? Et comment je pourrais l'utiliser, du coup, bah, à mon profit, quoi, tu vois? mhm. Donc, le business en ligne, oui, mais dans quel secteur? Et comment le faire? Ouais, 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 je comprends. C'est surtout ça. Et bon, là, on a essayé de vulgariser un peu toutes ces notions comptables. C'est vrai que voilà, en fonction du niveau de chacun, je pense que c'est quand même important, que c'est les questions les plus récurrentes. Mais pour en revenir, toi, à ton cœur d'activité, c'est-à-dire l'analyse de data pour conseiller des gens, est-ce que tu as des exemples de personnes des exemples concrets que tu as aidés, justement, et que ces personnes ont pu débloquer leurs activités? Est-ce que tu peux me citer des exemples de personnes, par exemple, pour que ce soit plus clair dans l'esprit des gens? Moi, je pourrais pas forcément parler de mes clients, mais je vais peut-être donner des secteurs d'activité, tu vois, de clients que j'accompagne. Moi, j'accompagnais une agence de communication qui faisait pas de résultats. Tout le temps, du coup, ils étaient dans les 300 000 euros de résultats, donc ils avaient du mal à payer du coup leurs dettes. En fait, ils faisaient pas de résultats, ils avaient des dettes bancaires à rembourser. Et en les accompagnant du coup au quotidien, en mettant en place des tableaux de bord, en analysant du coup la donnée, la data, en faisant des reportings mensuels, on a réussi à passer de moins 300 000 euros de résultats à faire 500 000 euros de résultats. Et ça nous a permis également de rembourser les dettes bancaires. Ok. Donc ça, c'est magnifique. Ça ne se fait pas en 2 jours. Mhm. Ça va se faire sur 2, 3 ans. Mais tu passes de moins 300 000 à 500 000 euros de résultats, c'est extraordinaire. Et en plus, tu payes tes dettes. Donc, tu n'es même plus endetté. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, un business, ça se construit sur du long terme. Ça ne va pas se construire, en fait, sur 2, 3 jours. Il faut être visionnaire. Il faut avoir une vision long terme. Ouais, Donc, faut pas vouloir du résultat maintenant. ouais, c'est Quand on vrai. prend un consultant financier, tu vois, c'est vraiment sur de la longue durée. Donc, moi, quand j'accompagne une PME, c'est pas pour l'accompagner une semaine. Ouais, ouais, je comprends. Donc moi, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est de distinguer deux phases. La phase où on teste, et là, je pense qu'il faut d'abord expérimenter, tester justement son produit. Je pense qu'il y a un business sur 10 qui explose. Alors, on a tendance à lancer énormément de business. Donc, il faut pas hésiter, quand on voit que l'idée est pas bonne, de passer sur un autre truc, expérimenter des choses différentes, aller dans des niches, des secteurs différents que les gens n'ont pas encore expérimenté. Et à partir du moment où là, ça commence à prendre, immédiatement prendre conseil avec des personnes comme toi qui peuvent justement les aider à avoir une vision globale, parce que forcément, quand le business explose alors qu'on a expérimenté pendant des X temps, on a tendance à voilà, avoir un truc, on aura des difficultés à gérer. Et c'est très important pour justement, dès que le business explose, arriver à avoir une vision dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, chose que la personne, avec son expérience, n'aura pas forcément le recul pour gérer. C'est là où il faut vraiment, dès le début, s'entourer de personnes comme toi pour les aider justement à aller chercher beaucoup plus haut, quoi. Complètement. Et ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément chercher le moins cher. Et Ouais, moi, ce que je déconseillerais, du coup, bah, au début, quand tu es en micro-entreprise, tu n'as pas forcément besoin d'un expert comptable pour ton business. Je déconseille vraiment, tu vois, mais ça, c'est vraiment, hein, faut arrêter de vouloir passer par les comptables là en ligne
qui vont te vendre une comptabilité à 90 balles par mois ou 60 euros par mois pour créer ta boîte, ou même pour les plateformes en fait, qui t'aident en fait, à créer ton entreprise. OK, on te vend toujours, c'est ça le problème, c'est qu'on te vend toujours une solution rapide que tu fais de chez toi, alors que derrière, tu ignores en fait tout ce qui se cache derrière. Eux, ce qu'ils vont te vendre, c'est une comptabilité, mais qui est faite, en fait, tu rentres dans des modèles. Donc, tu n'as pas forcément un truc personnalisé. Et du coup, ce n'est pas forcément adapté à ton business. Donc, ce n'est pas du personnalisé. Tu le payes moins cher, OK, c'est bien. Mais quand tu commences à te professionnaliser, à passer à un certain niveau, il faut vraiment éviter ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que rien que pour les statuts, par exemple, tu fais des statuts pour ta boîte, si tu passes par une plateforme en ligne, tu vas avoir des statuts génériques qui s'appliquent à ton métier. Mais dans les statuts, il y a 1 milliard de choses qu'il faut sécuriser, sur lesquelles il faut se poser. Tu vois, il faut parler, il faut réfléchir, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Si demain, tu as un associé, il faut quand même sécuriser ses statuts, sécuriser le pacte d'associés. Tu vois, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut voir la situation de chacun, où veut aller chaque associé, tu vois. Parce qu'en fait, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, en fait, c'est quand tu construis un business, on ne pense jamais à l'exit. Tu crois que le truc, il va toujours t'appartenir. Sauf qu'à un moment, tu en as peut-être marre. Tu as envie de faire autre chose. Donc, tu vas forcément le revendre, ton business. Donc, pour le revendre, si tu n'as pas sécurisé toute cette partie-là, tu te fais avoir. Ouais, pensez Franchement, tout tu te fais à avoir. la proposition à 1 million, quoi. Un jour, vous avez un business qui est porteur, vous avez une grosse boîte qui tape à votre porte, je vous mets un chèque d'1 million pour vous le racheter. C'est des choses qu'on pense pas forcément au début. Ah oui, Ça va arriver, quoi. mais ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver parce qu'au début, en fait, on pense petit et derrière, on est pris par le quotidien. Tu vois, on est victime en fait de son business. On ne se pose pas pour réfléchir et on se dit, au début, j'avais mal fait les choses en fait. Tu vois, je ne me suis pas sécurisé moi dans mes statuts. Je ne me suis pas sécurisé dans mon pacte d'associés. Et tu te fais avoir. Mais ça ne te coûte pas 1 000 euros, par contre, hein, ça ne te coûte pas 5 000 euros. Ouais, Ça te coûte des centaines de milliers d'euros. ouais. Donc ça, Ouais, il faut non, le savoir aussi, il faut l'intégrer en fait. c'est vrai. Et moi, je suis financier hein, et je vois des choses même dans ma gestion en fait de ma boîte. Je me dis, punaise, il y a ça, j'aurais pu mieux le faire, tu vois, dès le début, tu vois. Mais je ne pensais pas forcément à ça parce que je n'étais pas forcément dans cette situation-là. Je pensais petit, derrière, il y a plus grand, et je me dis, mais ouais, c'est vrai que cette partie-là, je ne l'ai pas sécurisée. Donc maintenant, il faut vraiment se poser, repenser tout le schéma, toute la structure de ta boîte avant d'aller plus loin. Ouais, ouais. Franchement, je me dis, mais c'est ce que je dis aussi, c'est un conseil que je donne souvent, c'est avant de faire un pas en avant, fais d'abord un pas en arrière. Ouais, c'est pas bête, hein. Ouais, on a jamais Fais dit. un pas en arrière, Ouais, réfléchis avant d'avancer, tu vois. ouais, Parce qu'en fait, ton pas en arrière va peut-être te permettre de sauter plus loin. ouais, C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'un pas en arrière, tu as plus d'élan, tu vois, pour sauter. ouais. Si je suis debout et que je saute, je sauterai même plus loin, en fait, si je recule, tu vois. J'aurai Ouais, plus il y a d'autres chemins aussi. Il ne faut pas sauter d'élan, le petit quoi. bout, quoi. J'aurai Ouais, plus d'élan. Donc, ouais, ça ouais, s'applique au business aussi, c'est la même chose. c'est vrai. C'est la même chose. Donc toi, t'es plutôt contre. Parce que, ouais, il y a une formation que je recommande là, sur la plateforme Brainstorm, qui cite justement pour les business en ligne. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un cabinet comptable classique, traditionnel, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des structures en ligne? Toi, pour justement avoir une meilleure communication, etc., toi, t'es quand même plus sur le conseil personnalisé, sur le... Moi, j'aime avoir mon expert comptable au téléphone, tout simplement, tu D'accord. vois. Et c'est dur qu'ils sont durs à joindre. Ouais, ouais, Moi, j'ai eu mon expert comptable dernièrement au téléphone et il me dit ouais, franchement, moi, les mails, tout ça, ça me gonfle. Je préfère parler parce qu'en parlant avec une personne, il y a beaucoup plus de choses qui se dégagent. Tu vois, il y a beaucoup plus d'énergie. Alors, quand tu parles à un chatbot ou à une plateforme, ouais, tu vois, il y a des choses qui ne passent pas à l'écrit, en fait. ouais, Il y a des choses que tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives pas à transmettre, mais en discutant, rien que là, en échangeant, tu vois, il y a plein d'idées qui nous viennent en tête, tu vois, que tu te poses, il y a plein de questions que tu te poses, tu te dis oui, c'est vrai, ça, je n'y ai pas pensé. Tu écris demain à quelqu'un, ok, il répond à ta question, quoi, et ça s'arrête là. Donc, ouais, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. ouais, Après, ce que je te dis, c'est à un certain niveau. Tu peux commencer en micro-entreprise ou commencer petit, mais derrière, si tu veux vraiment te professionnaliser, passer à un autre stade, pose-toi, regarde tout ce que tu as fait avant,
est-ce que tu l'avais bien fait? Prends un expert pour t'accompagner en fait dans cette partie-là. Reprends tes statuts, les lire, te dire, ben non, en fait, il y a peut-être ça à changer, tu vois. Ça va peut-être te coûter 200 balles pour changer. Il y a peut-être le statut juridique de ta boîte qui n'allait pas ou qui te convenait avant, mais qui ne te convient plus en fait dans ce que tu veux faire, dans ta nouvelle vision en fait des choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une vision. Un an après, ça peut changer hein, la vision. Exactement. Donc, mes projets que j'avais aujourd'hui, bah, j'aurais peut-être plus demain ou un peu moins en me disant, bah, je préfère me focus sur ça, je préfère plutôt faire ça. On est des êtres humains, hein. On n'est pas des machines, tu vois. Mhm. C'est comme le Covid, tous les gens qui se préparent leurs vacances à l'avance. Ah, il y a eu Covid, ben, maintenant on ne peut plus voyager, hein. Ouais, ouais, bien Moi, sûr. quand j'étais salarié, j'avais des collègues, dès qu'ils rentraient de leurs vacances d'été, ils rebookaient leurs vacances d'été d'après, tu vois. Oui, oui, Ah, avec le Covid, ils ont tous arrêté de faire ça. Parce oui, qu'on est des êtres humains, en fait. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. c'est vrai. C'est vrai. Typiquement, voilà, moi, tu vois, j'ai différentes sociétés. J'ai mon agence immobilière, j'ai monté une holding, j'ai monté une société de marchand de biens, j'ai des business en ligne à côté. Et c'est vrai que bah là, par exemple, j'ai fait le bilan bon, de mon agence immobilière, là, on a un comptable, celle de ma holding. Et pour ma société de marchand de biens, c'est une société qui ne génère pas encore du chiffre d'affaires parce que j'ai pas encore trouvé l'opportunité à acheter. Bon, pour expliquer aux gens, si tu achètes un bien, tu retapes, tu revends plus cher avec le but de faire une plus-value. Et là, j'ai reçu un courrier voilà, des impôts en me disant, ah, vous avez oublié de faire votre déclaration de chiffre d'affaires et de TVA. Et là, je me dis, ah merde, putain, c'est vrai qu'il va falloir que je l'envoie à mon comptable. Et c'est vrai que si on n'a pas un interlocuteur qui est réactif dans ces cas-là, on a tendance à mettre le courrier, comme si c'est le cas que j'ai fait. Moi, je l'ai mis dans un placard en me disant, tiens, je vais gérer ça la semaine prochaine. On Et au l'oublie, final, ça traite, on oublie et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. on oublie. Et C'est c'est vrai quitte que, à... Vaut mieux avoir en fait un planning en face, tu vois, où tu as toutes les choses à faire, quoi, tu vois. ouais, ouais. Mais si tu as encore une personne qui peut te faire penser à ça, c'est encore mieux, Ouais, ouais, tu vois. exactement. Et puis avoir une vision d'ensemble, parce que moi, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de sociétés. En regardant un petit peu, je me suis dit, tiens, ça peut être pertinent, etc. Mais si tu as quelqu'un qui a une vraie vision d'ensemble sur tout l'ensemble de ces sociétés, de ton système, ça aide aussi beaucoup à prendre les bonnes décisions et à éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter très cher, quoi, encore une fois. Ouais, complètement, ouais, c'est ça. Si on parle un petit peu, là, tu es en train de travailler justement un programme qui va résoudre tous ces problèmes. Et honnêtement, moi, je te dis, c'est un truc qui, moi aussi, pourrait m'intéresser parce que on a tous des lacunes dans notre business et moi, j'aime bien avoir justement une vision d'ensemble pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, alors bon, je ne vais pas trop avancer parce que ton programme n'est pas encore fini, mais Ouais. faut aller dans Moi, le chapitre que tu vas aborder ou tu vois pour que les gens comprennent justement tout l'accompagnement qu'il y aura à l'intérieur, en quoi ça peut les aider concrètement, quoi. bah là, c'est un peu une exclue en fait que je te fais dans la vidéo parce qu'en fait, j'en ai pas encore parlé et je communique pas beaucoup dessus en fait. T'es La pas obligé, formation, je hein. les garde. Ouais, Donc la formation, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je suis en train de travailler. Je l'ai pas encore lancé. Et le but comme je te disais, c'est vraiment en fait de vulgariser la finance. C'est ouais, un peu faire la finance d'entreprise pour tous ouais, et que tout le monde arrive en fait à mieux comprendre son expert comptable. En ouais, fait, le but de ma formation sera vraiment demain, si tu as un échange avec ton expert comptable, de ne pas avoir l'impression de parler une autre langue, mais de parler la même langue que ton expert comptable, tu vois. Et je pense que rien qu'en commençant par ça, tu vas voir la différence, tu vas sentir la différence en fait dans ta gestion de ta boîte. Tu vas te dire, ah oui, je maîtrise un peu mieux, tu vois. Je vais prendre mon bilan, j'arrive à lire mon bilan. Je prends mon compte de résultat, ah bah je comprends beaucoup mieux en fait mon compte de résultat. Et rien qu'en faisant ce travail-là, tu vas réussir à te dire, bah, en fait, il y avait ça que je devais optimiser, mais comme je ne maîtrisais pas, bah, je ne savais pas forcément qu'il y avait ça à optimiser. Tu vois? Et le but de ma formation, c'est vraiment ça, c'est de donner en fait des notions bah, simplifiées, pas à la méthode en fait de l'école traditionnelle où voilà, tout est codé, tout est machin, il y a plein de termes en fait à comprendre. ouais. En fait, le but de ma formation, c'est vraiment de faire une formation pratique et pas forcément théorique, tu vois, avec plein d'exemples qui expliquent et tout, tu vois, qui donnent des cas concrets de boîtes, d'exemples de boîtes ou d'exemples de situations, tu vois, comment traiter ça, comment faire ci. Si demain, ton expert comptable, il te parle de BE, qu'est-ce que ça veut dire le BE? Il te parle des bidas, c'est quoi les bidas? Les deux notions se rapprochent un peu, mais il y a un terme qui est anglais, un autre qui est francophone. Et bon, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais voilà, c'est donner les termes, les expliquer d'une manière simple, expliquer les méthodes de calcul.
pour que demain, en fait, si tu parles à ton expert comptable, bah, tu arrives à le comprendre plus facilement, tu vois. Il te parle de BE, tu n'es pas choqué, tu ne te dis pas, ouais, il faut que j'aille regarder dans Google, en fait, ce que c'est. Et même en regardant dans Google, bah, j'arrive pas trop à comprendre, en fait, parce que derrière, il t'explique un mot technique par un mot technique. Ouais, c'est vrai. Mais tu as envie de te tirer une balle, en fait, tu te dis, mais au final, j'ai rien compris, quoi, tu vois. C'est Je vrai. suis quand même dans le flou. Et le Ouais, but, c'est de mettre, en fait, des exemples simples derrière ces mots techniques. ouais, ouais. Et ça, c'est le but de ma formation, tu vois. Et il y Exact. aura plein de chapitres en fait où tu auras ben, la comptabilité, l'analyse financière, une partie sur la trésorerie, une partie sur la valorisation de ta boîte, comment la valoriser, tu vois. Et donc, essayer vraiment de faire une formation vraiment simple, quoi, tu vois, et plutôt pratique, au lieu d'être focus sur le théorique. Ouais, ouais, non, c'est excellent, c'est très intéressant. Et si tu veux, on pourra en refaire une petite vidéo quand tu seras prêt à le lancer, histoire de qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Et moi, je considère qu'en fait, c'est l'expert comptable, l'interlocuteur qui doit te rendre des comptes et non pas l'inverse. Et c'est vrai que si toi, t'as pas de quoi comprendre un minimum, bah, tu n'es pas en capacité concrète de pouvoir lui poser des questions sur les services qu'il propose. Donc, c'est vrai que c'est indispensable. Je pense que c'est vraiment C'est indispensable. ça. Voilà. Après, moi, aujourd'hui, je vais lancer une pré-vente, pas forcément pour faire de la vente, mais plus pour avertir en fait les clients qui sont intéressés ou les personnes qui sont intéressées en fait du lancement de cette formation. Donc, si dans ta communauté il y a des gens qui sont intéressés par le programme, ils peuvent me contacter moi sur Facebook. Je prends leurs coordonnées et dès que la formation sort, bah, je les recontacterai pour leur dire qu'elle existe et qu'elle est sur le marché, quoi. Avec plaisir. Tu peux redire ton nom et pour que les gens. Sur Facebook, c'est Mustapha Chekri et je suis aussi sur LinkedIn. Donc, Yes. on peut mais après, je te donnerai les liens en fait de mon profil. Comme ça, tu les mettras peut-être sous la vidéo. Et si les gens bah, souhaitent prendre contact avec moi, bah, ils auront du coup les liens de mes profils Voilà, je mets en ton dessous de la description. vidéo. Ouais, ouais. Ouais, ça roule. D'accord. C'est mieux. Est-ce que tu vois une petite conclusion à amener? C'est vrai qu'on est parti dans plein de directions différentes. Et est-ce que tu vois une conclusion à donner à cette interview? La conclusion, c'est le nerf de la guerre d'une boîte, c'est sa trésorerie. Donc, faites vraiment attention à votre trésorerie. Ne négligez pas du tout ce point-là. OK, vous faites des ventes. OK, d'accord, vous faites du résultat. Mais le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Demain, tu fais du résultat, tu n'as pas d'argent. Ta boîte, elle coule en fait. Ta boîte ferme. Si tu ne peux plus payer tes salariés, si tu ne peux plus payer tes fournisseurs, bah, tu passes en liquidation judiciaire. Donc, c'est simple. Ou sinon, tu vas aller lever de la dette. Mais avant de faire ça, il y a peut-être juste un peu d'optimisation à faire en interne, des petites questions à se poser avant de passer à ça. Donc, tu ne maîtrises pas, voilà, tu vois, fais-toi accompagner en fait par un professionnel, pas forcément moi, pas forcément ton expert comptable, mais désolé, trouve la bonne personne qui a la même vision que toi, parce que Mm. tout est une question de vision au final. Hein. C'est faut trouver les bonnes personnes avec qui on s'entend, qui ont la même vision que nous, qui vont pouvoir nous accompagner, tu vois. Et il faut toujours avoir, en fait, faut toujours sortir de la boîte. On a toujours, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, bah, l'idée de s'associer avec quelqu'un, en fait, qui maîtrise ce côté-là, ne nous passe pas forcément par la tête parce qu'on a envie de garder 100% de notre bébé. On se dit, bah, moi, j'ai créé la boîte, j'ai envie de la garder. Sauf qu'avec une personne qui maîtrise des choses que toi, tu ne maîtrises pas, bah, ton bébé, au lieu, je sais pas, de faire 100 000 euros par an, il fera peut-être 1 million d'euros. Tu vois, Ah, c'est dingue. Tu vois, en fait, le multiplicateur, il est énorme. ouais. On ne le voit pas forcément parce qu'on ne maîtrise pas toutes les données, mais une personne qui maîtrise, elle peut faire des dingueries en fait avec ton business. Donc, au lieu de prendre un prestataire qui ne va pas forcément s'investir ou qui sera investi à 80% parce qu'il a aussi son business à faire tourner, bah, tu prends quelqu'un, tu l'associes à ton business, bah, ça devient son business. Et je peux te dire que le mec, au lieu d'avoir même 100% de sa prestataire, tu vas avoir 120, 130%, tu vois. Parce que le Mm. mec, il va se sentir responsabilisé, c'est son business. Mm. Et au lieu que ce soit ton bébé à toi, ben, c'est son bébé à lui aussi, tu vois. Ouais. Bah, dans un couple, tu as toujours un papa, une maman, tu vois. Un papa tout seul ou une maman tout seul, ben, toute seule, ben, tu vois, il peut y avoir des déséquilibres. Mais quand on a des gens en fait qui maîtrisent la boîte et qui maîtrisent en fait les différents pôles de la boîte, on est beaucoup plus efficace. Mm. Parce qu'on oublie souvent, en fait, on croit que dans une boîte, il n'y a que du marketing, ou il n'y a que de la vente, ou qu'il n'y a que du commercial. Ouais, Ben ouais. non, en fait, dans une boîte, il y a tout, en fait. Au début, tu n'en as pas forcément besoin, parce que tu es petit. Mais si demain, ta vision, c'est de grandir, c'est de construire, en fait, un business périn, il faut s'entourer, en fait, des bonnes personnes qui ont la même vision que nous.
Tu ne penses pas non plus à 100% comme nous, mais sinon on risque de pas se confronter les idées, mais au moins la même vision, tu vois. On Mm. veut aller au même endroit. On n'est pas en fait obligé d'être d'accord sur tous les points, tu vois. Il y a peut-être des points de désaccord et c'est normal en fait. Ça nous fait grandir et ça nous fait réfléchir. Et c'est ça aussi qui va permettre du coup de ne pas se sentir seul dans son coin, à réfléchir tout seul et à confronter en fait nos idées à quelqu'un qui a l'intérêt que notre business fonctionne, ce qu'il est associé, tu vois. Mm. Ok, cool. Bah écoute, ouais, c'était hyper intéressant. Je pense que c'est un sujet où on pourra en parler pendant des heures. Donc, Complètement, ouais. ouais. Merci d'avoir passé un petit bout de ton week-end avec moi. Donc, Plaisir. j'ai apprécié beaucoup la valeur que tu as apportée à mon audience. Si les gens ont Plaisir. moins de questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser en description, évidemment. Yes, Voilà, effectivement. peut-être t'apparaîtra en description si les gens veulent te contacter. Mais je pense que ça a fait écho. Je repasserai faire un tour sur les commentaires aussi et répondre dans les commentaires Yes. s'il y a des gens, tu vois, qui posent des questions avec plaisir. Ouais, carrément, carrément. De toute façon, on reste en contact par la suite. Yes. Bah, un grand merci, Mustapha. Je te souhaite une Merci à bonne toi, journée merci beaucoup, merci vraiment, hein. C'est et gentil. je te dis à bientôt. Merci Sylvain, ciao, ciao. Ciao, ciao.